Alors pour introduire le sujet, juste quelques nombres. Selon une enquête de l'ADEME, 37% d'entre nous pensent que l'augmentation de l'effet de serre et le réchauffement climatique ne constituent qu'une hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Selon une autre étude, 58% des Français pensent que les centrales nucléaires émettent beaucoup ou assez de gaz de serre et non pas peu ou pas. En 1998, quelqu'un qui s'appelle toujours le docteur Andrew Wakefield publie un article dans The Lancet, revue extrêmement célèbre anglaise de médecine, dans lequel il montrait sur 12 cas une corrélation entre la vaccination par le ROR et l'autisme. Il a été montré par la suite, grâce au travail en particulier d'un journaliste scientifique anglais, d'une part que cette étude était reproductible, ça d'autres épidémiologistes l'avaient déjà montré avant lui, mais surtout qu'elle avait été falsifiée, et que le docteur Wakefield avait des liens non déclarés avec un cabinet d'avocats spécialistes dans les cas d'autisme. Les 10 co-auteurs de cette étude se sont rétractés au cours du temps. Il n'empêche qu'en 2017, les membres d'une association qui s'appelle Autisme Vaccination ont annoncé le dépôt d'une plainte contre 4 grands laboratoires pharmaceutiques pour obtenir réparation des troubles et de l'autisme engendré chez leurs enfants par des vaccinations. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, en tant que chercheur, il suffit que je dise que j'appartiens à l'Institut Pasteur ou un certain nombre de mes collègues au CEA, à l'INRA ou à l'INSERM, pour qu'immédiatement mes interlocuteurs considèrent que ma pensée et que ma parole est totalement déconsidérée, parce que bien évidemment, si je suis membre de ces organismes-là, je ne saurais dire quoi que ce soit d'objectif sur le nucléaire, les glyphosates, les OGM ou les vaccins. Alors, je crois que quand on parle de ça, souvent, à des chercheurs, il y a 2 choses qu'ils vous répondent immédiatement. Le premier, c'est d'invoquer un défaut de compréhension du public. S'ils comprenaient ce qu'on fait, nous les chercheurs, alors ils nous feraient confiance. Le deuxième, c'est d'invoquer aussi une absence de formation des jeunes et des moins jeunes dans la méthode scientifique. S'ils connaissaient la méthode scientifique, ils sauraient que tout ce qu'on fait, c'est normalement juste. Ce qui nous réunit tous les 4 autour de cette table, c'est très certainement l'idée que ces 2 explications sont très courtes, beaucoup trop courtes, et qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. Donc c'est ça qu'on va essayer d'explorer à travers cette table ronde sur la pensée réfractaire. Et avec une première question que je vais poser à mes 3 invités. Pensée réfractaire, d'accord, mais pensée réfractaire à quoi? Alors c'est un terme effectivement qui est assez vaste, la pensée réfractaire. Qui implique la notion de résistance à quelque chose. Moi, j'ai pas de définition générale, donc je m'en tiendrai à mon expérience d'enseignant, si vous voulez, pour identifier les moments où, effectivement, en tant que professeur, on se heurte à une pensée réfractaire de la part de la classe, ce qui est quand même assez fréquent, hein, puisque c'est un rapport qui est assez régulièrement conflictuel, mais qui n'est pas problématique, puisque c'est aussi comme ça que se construit le savoir. En classe, on rencontre de la résistance de la part des élèves, je dirais, dans 3 cas de figure principaux. D'abord, un cas de figure qui est assez généralisé, malheureusement, qui est quand on rencontre de l'ennui par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer, au savoir qu'on délivre de la part aux élèves. Et du coup, ce savoir, il passe pas, il n'est pas assimilé, il n'est pas compris, il n'est pas accepté pour cette raison-là. Alors c'est quelque chose qui me paraît assez important, cette question de l'ennui, parce que justement c'est ce qui, à mon sens, entraîne en contrepartie le développement de la recherche de l'imaginaire en fait. Et ça c'est un mécanisme qui me paraît assez fort, notamment dans les mécanismes complotistes, où on a le sentiment que ce sont des récits justement qui réenchantent un petit peu le monde, qui vont chercher d'autres raisons cachées, mystérieuses, et qui redonnent un sens différent à la réalité. Donc cette question de l'ennui, elle me paraît relativement importante et pas du tout à négliger, et le fait de se sentir extérieur aux connaissances. Ensuite, il y a le défi à l'autorité. Voilà, quand on est professeur, on dit quelque chose, c'est surplombant. Vous avez des élèves, des adolescents qui sont en construction, une construction qui se fait souvent par opposition. Et ce défi à l'autorité, là aussi, débouche souvent sur ce refus, cette résistance à la connaissance. Et il y en a une troisième, je dirais que c'est effectivement la loyauté à d'autres systèmes de pensée, des idéologies, des religions, qui apportent d'autres explications que celles qu'on peut amener en classe et qui rentrent en conflit dans l'esprit des élèves avec ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent déjà. Voilà, donc ça c'est vraiment tiré de l'expérience. Il y en a une quatrième, à mon sens, qui est
la peur. Voilà, on peut avoir de la peur face à des informations et des réalités, mais ça, je ne l'ai pas trop suscité en classe, enfin j'espère, hein. Et donc ça n'a pas été un moteur, si vous voulez, de résistance. Oui, ben, j'ai parlé un peu pour l'aspect plutôt musée. Ben, oui, on retrouve ces mêmes mécanismes. On sait évidemment que le discours descendant n'est pas le discours le plus efficace sur des questions, quand on parle notamment de théorie de l'évolution. Alors la pensée réfractaire, bon, quand j'ai vu le titre de se décoder le mécanisme de la pensée réfractaire, c'est vrai, on en a parlé un petit peu hier, mais je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il y a derrière la pensée réfractaire? Et d'ailleurs, est-ce que c'est une forme de pensée? Est-ce que c'est vraiment une pensée? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est... voilà. Et là, bon, je pense qu'on pourrait rentrer plus en détail et plus à fond. Je ne sais pas si mon voisin de gauche le fera ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a effectivement, de la part, et dans les conditions que l'on connaît, de la part de nos publics, quelquefois, une réticence, un retard. J'ai un exemple d'ailleurs, et c'était justement dans une des précédentes institutions où j'étais. On avait la chance au Muséum d'Orléans d'avoir toute l'évolution, parce que Cuvier avait travaillé dessus, mais ce n'était pas un évolutionniste, mais Cuvier avait quand même travaillé sur les proboscidiens, les éléphants. Donc on avait tous les éléments qui permettent de montrer l'évolution des éléphants jusqu'aux éléphants actuels, les mammouths et compagnie. Et j'avais un groupe de jeunes de quartier qui étaient entourés de leurs animateurs. Et moi j'avais fait la démonstration que, évidemment, ça me semblait tellement évident qu'on avait cette évolution-là, que voilà, c'était pratiquement, il y avait juste à voir. Bon. Et en fait, les animateurs et le groupe de quartier descend ensuite, se positionnent devant le musée, et c'est quelqu'un d'autre qui me l'a rapporté, parce que j'étais pas là, bien sûr, et la réaction de l'animateur a été de dire, attendez là, vous avez entendu des choses, mais surtout, vous oubliez tous, c'est que des bêtises. Et donc ça, c'est véritablement quelque chose qui m'a beaucoup interrogé, tellement j'étais évidemment persuadé dans mon discours d'un discours très simple sur l'évolution et de se retrouver finalement. Donc après dans le fonctionnement de nos institutions, bien sûr qu'il y a à réfléchir sur la façon de transmettre un certain nombre de ces éléments-là. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, hein, donc c'est bien déjà. C'est aussi une attitude, la pensée réfractaire. C'est-à-dire que c'est très romanesque d'être celui qui ne croit pas ce que les autres croient. Moi, je résiste. Donc il y a un système de résistance. La résistance est très valorisée culturellement pour de très bonnes raisons. Mais parfois, on peut être résistant et être dans l'erreur. Quand on est tout seul et que tous les autres pensent différemment de soi, c'est plus souvent qu'on a tort, hein, quand même. Il faut s'en rappeler. Mais c'est beaucoup plus valorisant. Et dans les romans, il y en a plein là-bas, quand vous avez un vieux savant en blouse blanche qui vous dit « X c'est impossible », il a tort. C'est toujours possible. En général, ça résout l'intrigue. Quand il y a un jeune qui dit « Ah, on nous cache les choses », il a raison. Donc, celui qui est un peu conspi ou celui qui est réfractaire à une pensée qui serait dominante, qui serait verticale, autoritaire, il a pour lui aussi tout le fond culturel que ça fait une belle histoire d'être celui qui résiste à quelque chose. Et quand il y en a un sur 1000 qui a raison, en plus, il devient un héros. C'est celui qui avait raison contre les autres et qui a fini par nous convaincre. Sauf qu'en général, quand il a raison, il a des bons arguments. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder quels sont les bons arguments. Et quand on est dans un musée, en général, bon là, du coup, c'était évident pour toi. Donc du coup, ce qui manquait, c'était peut-être justement d'expliquer pourquoi on sait. Et en gros, la question de base, c'est comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait? Parce que si on ne sait pas comment on sait ce qu'on sait, est-ce qu'on sait? Je sais quelque chose quand je sais comment je le sais. Et du coup, ça réduit beaucoup. Hein. Je sais très peu de choses. C'est du quasiment du Socrate. Il y a un monsieur qui parle, mais il n'a pas le micro, donc du coup, on ne va pas l'entendre. On vous donnera la parole tout à l'heure. Je voulais dire quelque chose de plus. Oui, c'est pas seulement une attitude héroïque aussi, parce qu'elle n'est pas forcément tournée vers l'extérieur aussi, en ce sens où la pensée réfractaire, c'est quelque chose qui surgit aussi chez tout le monde, quoi. Enfin, on est tous confrontés à des... On est tous plus ou moins, oui. Voilà. Mais regarde, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui pensent mal. On a tous en nous envie, c'est très séduisant d'être celui qui pense différemment des autres. On veut se sentir spécial. Mais les études qui ont montré que ceux qui adhèrent à des théories du complot ont ce désir d'être spécial un peu plus fort que la moyenne. Donc c'est quand même plus présent chez eux. Mais on l'a tous en fait, on est tous un petit peu conspis quelque part par rapport à certaines choses. Non? On n'est pas convaincus. Hein. Mais je crois qu'aussi on veut croire à des belles histoires.
Et là, même ici, hein, dans les Utopiales, Oh, mon j'ai Dieu. parlé de la vie secrète des arbres, donc ce documentaire que vous avez pu voir hier et que vous allez revoir demain, j'ai plus en tête l'horaire, je crois que c'est aux alentours de 15 heures. Eh bien, on rejoint quelque part les questions, en tout cas les éléments dont on parle maintenant. La vie secrète des arbres, c'est de dire bon, que les arbres, l'intelligence des arbres, la vie des arbres, que évidemment toutes... Qu'ils prennent soin de leurs petits, qu'ils qu'ils s'entraident, qu'ils se nourrissent les uns les autres. Et en fait, c'est parti d'un ouvrage d'un forestier allemand qui n'est pas chercheur, mais qui fait appel à la recherche, bien qu'il est extrêmement prudent dans ce qu'il propose. Mais en même temps, il y a eu un tel besoin d'imaginaire, de rêve, de rêverie, que son livre il a été vendu à des millions d'exemplaires. Des millions. L'ouvrage, il a été le film qui en a été tiré, qu'on voit, qu'on a vu hier, et a été vu par des quantités de personnes. Or, je rencontrais à la sortie de cette projection hier quelqu'un donc de l'association des musées de sciences qui a travaillé justement sur les questions de science et croyance, et il était complètement furieux par rapport au discours qui était prononcé, de raccourcis, d'appel à des arguments dits d'autorité. Les arguments d'autorité, c'est-à-dire qu'on fait appel à d'autres scientifiques qui ne sont pas forcément spécialistes du domaine d'ailleurs, mais qui vont dire tout le bien qu'ils pensent de ce que met en avant ce forestier. Donc c'est quand même assez... Le diable est aussi ici quelque part. Vous pouvez vous procurer le livre de Francis Martin qui s'appelle Sous la forêt, qu'on a reçu dans notre émission, qui s'appelait La véritable intelligence des plantes. Parce que oui, il y a une forme d'intelligence dans la manière dont les organismes s'adaptent à leur environnement et y répondent. Mais coller des mots qui correspondent à des humains, faire de l'anthropomorphisme dans la nature, est-ce que c'est respecter les arbres? Deux idées qui croisent, enfin qui me croisent. La première, c'est que ça m'arrive de regarder le dimanche après-midi le film Catastrophe qui est projeté sur l'une de ces chaînes en 8, 9, 11, 12, etc. Et dans lequel il y a systématiquement le même scénario, celui d'une institution où il y a des chercheurs institutionnels qui vont faire une connerie, et celui du chercheur, parce que c'est toujours un chercheur qui résout l'affaire, mais qui est hors institution et qui, lui, détient la vérité et qui va résoudre le problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un film complotiste absolument fabuleux que tout le monde a regardé ici, c'est Men in Black. Dans Men in Black, c'est le complot. Dans Men in Black, ce qui est marrant pour nous, c'est de voir que ce sont dans les tabloïds, c'est des petits albums, voilà, que se trouve la vérité, contre la vérité officielle. Mais ce complot est organisé par une institution qui veut notre bien. Donc pourquoi à la fois ce tropisme vers l'idée que l'individu a raison contre l'institution et que l'institution a toujours tort, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles une bonne partie des gens qui nous écoutent nous disent « vous, en tant qu'institutionnel, vous êtes biaisé ». Et pourquoi forcément l'institution voudrait-elle votre mal ? Il y a quand même une histoire de la science récente qui est une histoire assez délicate et qui donne une image de la science qui n'a pas été toujours au top. Bon, évidemment, on pense bombe atomique, le nucléaire, Fukushima, etc. Et ça, c'est des éléments que le public, tout le monde a entendu et qui donnent justement cette dépréciation de la science faite par ces grands organismes. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on retrouve évidemment dans des films de ce type-là, films catastrophes, ces attitudes de chercheurs différents. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus faire une réalité comme une espèce de miroir de ce que les gens ont envie de penser, mais peut-être une façon de décharger une tension. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. On voit aussi beaucoup dans les films des justiciers qui, tout seuls, vont massacrer tous les ennemis dans des conditions qui ne sont absolument pas respectueuses de la loi, des droits humains. Est-ce que Batman est souhaitable ? Voilà. Est-ce qu'on mérite ça ? Et c'est pas pour ça qu'on adhère à ce que fait ce héros. Mais voilà, il vient soulager une espèce de besoin qu'on réfrène, nous, en tant que citoyens. Et voilà, on le projette sur ce personnage. Donc ça, et puis en général, on distingue bien le réel de la fiction. La plupart des gens le font très très bien. Le problème vous connaissez l'expression, on est dans la post-vérité. La post-vérité, c'est quand on ne distingue plus le réel de la fiction. Donc en fait, c'est la post-fiction. Et vous êtes là dans le temple de la fiction. Et donc vous êtes déjà un peu immunisé. Que
on sait que les gens qui consomment plus de fiction distinguent mieux la fiction du réel. Donc lisez de la fantasy et de la SF, c'est bon pour vous. Mais c'est terrible, c'est que la SF, c'est de dire, tiens, et si il y avait ça, qu'est-ce que ça ferait? Et donc on a une histoire qui se déroule à partir d'un et si, c'est la SF. Hein. Et dans le monde du conspi, c'est et si jamais c'était vrai ça? Et derrière, on a le même mécanisme d'imagination, dont vous avez parlé, sauf que là, il faut que ce soit vrai pour que ça ait un intérêt. Non, la fiction a un intérêt de fiction, et il faut qu'on réhabilite cet intérêt-là, je crois. Donc je milite pour la fiction en tant que vulgarisateur des sciences. Ce n'est pas antinomique. Voilà. Alors une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, la parole scientifique est challengée de partout. On a parlé de fake news. On pourrait évoquer un livre de Mathias Girel, philosophe, qui s'appelle La fabrique de l'ignorance et qui montre comment les sociétés de tabac, les vendeurs de tabac, ont pendant des années, des décennies et des décennies, fabriqué de l'ignorance de façon à ce qu'une vérité, qui était la nocivité du tabac, n'émerge pas. Ça a été, il n'y a pas que dans ce cas-là, dans l'amiante, dans tout un tas d'autres choses. La plupart d'entre nous sont quand même confrontés au fait qu'aujourd'hui, nous, chercheurs, aujourd'hui, la parole scientifique est devenue un enjeu. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué à admettre pour nous. Mais est-ce que d'une certaine façon, les chercheurs ne font pas preuve d'une naïveté extrême? Parce que le fait de découvrir que la parole est un enjeu et que les faits sont des enjeux, c'est quelque chose que l'historien connaît très très bien. Le fait de reconstruire, de revisiter, on se souvient de ces photos faites en URSS où chaque fois qu'un dirigeant était tombé en disgrâce, on changeait la photo et qu'il cessait d'exister officiellement. Donc est-ce qu'il n'y a pas une forme de naïveté des chercheurs à croire que, sous prétexte qu'ils sont chercheurs, leur parole devrait s'imposer? De toute façon, les chercheurs ont toujours... c'est un combat permanent qui est finalement relativement récent historiquement. Hein, c'est-à-dire que l'esprit rationnel, ça fait pas si longtemps que ça qu'il s'est imposé comme étant une espèce d'espoir pour l'avenir de l'humanité. Hein, ça remonte à la Renaissance chez nous, donc, et ça ne s'est pas imposé tout seul. D'abord, c'était les scientifiques qui étaient une pensée alternative, hein, et qui devaient arriver à la justifier, à l'imposer. Et du coup, il y a eu un renversement effectivement qui s'est fait à partir du 19e siècle, je dirais. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la Révolution française, après le travail des Lumières, a introduit l'idée que voilà, on pouvait penser le monde rationnellement, qu'il fallait mettre de côté ou sur une place subalterne les visions qui étaient pas idéologiques mais religieuses à l'époque, l'enjeu était là, hein, pour comprendre le monde. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître le complotisme moderne, hein. C'est-à-dire que je pense que ça existe depuis toujours, à l'idée qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on nous cache. Mais à partir de la Révolution, à partir de cette introduction de l'esprit rationnel et de l'ouverture d'un espace public aussi, parce que ça a besoin de ça, une pensée réfractaire, parce que tant qu'elle reste à l'échelle personnelle, comme tu disais tout à l'heure, hein, quand on est tout seul à penser un truc pas comme les autres, on se sent un peu bête, quoi. Mais si on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui sont comme nous, ben, c'est valorisant de trouver chez l'autre la validation de ce que je crois. Voilà, ça donne de la force. Des religions. Et du coup, donc, l'ouverture de cet espace public a permis l'émergence de ce genre de choses. Et ça a commencé tout de suite, puisque la Révolution elle-même a fait l'objet du premier discours complotiste, hein, d'un livre de l'abbé Baruel, qui a expliqué dès la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle que la Révolution française était un complot des Jacobins, qui étaient eux-mêmes manipulés par les francs-maçons, qui étaient eux-mêmes manipulés par les Rosicruciens, les Illuminati et toutes ces choses-là. Et donc c'est la naissance de cet esprit. Donc ça a commencé très tôt, avec aussi des contre-feux très tôt, assez étonnants, c'est-à-dire qu'on a aussi des livres qui se moquent de cette façon de penser à cette époque-là. En 1827, il y a un bouquin très étonnant d'un mathématicien, je crois, qui s'appelle Jean-Baptiste Pérès, qui démontre que Napoléon n'a jamais existé. C'est 6 ans après la mort de Napoléon, quand même. Hein. Il le fait avec un travail d'analyse étymologique sur le nom de Napoléon, de sa famille, un travail mythologique, et par A plus B, il démontre que c'est un personnage mythique et qui n'a jamais existé. Alors évidemment, c'est juste un exercice pour... Donc c'est du vrai débunkage au 19e, c'est du débunkage, quoi. Oui. Il utilise la méthode des conspis pour leur montrer, quand même, Napoléon, on l'a vu, hein, mais si on veut, on ne peut pas y croire. Voilà. C'est pas mal. Hein. Enfin,
Oui. Comment? Alors, la question du révisionnisme, puisqu'on parle d'histoire, je peux en dire un petit mot. C'est un terme qui est devenu un peu tabou chez nous, parce que le révisionnisme a été phagocyté par une frange très idéologisée de l'histoire, qu'on appelle, nous, de manière préférentielle, le négationnisme, pour la différencier. Puisque le principe révisionniste, au contraire, c'est un des moteurs de l'histoire à l'origine. C'est-à-dire que l'histoire, elle n'est pas écrite une fois pour toutes. Et c'est une des choses que moi j'essaie d'expliquer à mes élèves, c'est-à-dire que le savoir qu'on leur donne, c'est aussi un savoir en construction, pour essayer de désamorcer cette notion d'autorité. L'histoire, on établit des faits qui, une fois qu'ils sont établis, effectivement, sont considérés comme réels, mais ces faits, on découvre de nouveaux faits, on découvre des nouvelles corrélations, des nouvelles façons d'interpréter ces faits, et donc ça change avec le temps. Dès lors, ce terme de révisionnisme, voilà, il faut qu'il puisse être compris comme ça aussi. Pour revenir sur le mot réfractaire, je pense que... Pardon. Non, vas-y. Je pense que justement, on est réfractaire lorsqu'on se rend coupable de ce qu'on appelle le biais de la solution parfaite. On voudrait que la science nous fournisse une réponse définitive. Voilà, est-ce qu'il faut coucher les bébés sur le dos ou sur le ventre? Décidez-vous, mais dites-nous, et puis on n'en change plus. Est-ce que pi vaut 3,14 ou 4 ou 12, mais merde, décidez-vous. Est-ce que Pluton... Voilà. On veut des réponses parce qu'on pense que la science sert à ça. Et en fait, on est réfractaire quand on vient nous dire, en fait, nous, ce qu'on vous propose, c'est un modèle qui n'est pas parfait, qui est encore en évolution, qui sera amélioré, mais on ne veut pas ça, nous. On veut des réponses, on veut la vérité. Et donc, quand vous nous proposez des trucs qui sont, vous, les savants, qui ne sont pas des vérités, mais qui sont des modèles construits, on ne veut pas de ça. Et donc, quand en face, on a des gens qui disent, en fait, c'est plus simple, ouvrez vos chakras, tout est quantique, et que si vous achetez mon livre, vous verrez, vous pourrez libérer votre cerveau. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus simple, et c'est des réponses définitives. Évidemment qu'on y va. Qu'est-ce que vous faites, vous? Pardon, je suis provoquant, mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Non, je voulais poser la question tout simplement, est-ce que c'est finalement aux chercheurs de parler de science? Est-ce qu'aux chercheurs de parler de science? Est-ce que, parce que là, la position du prof d'histoire, c'est aussi une position de médiateur. C'est-à-dire que ce n'est pas un historien qui fait des recherches historiques, il y en a quelques-uns, bien évidemment. Et ça, c'est une question qu'on peut poser. Il y a le rôle du médiateur, c'est une discussion qu'on a et qu'on avait un petit peu perdue et qu'on est en train de retrouver, cette position du scientifique médiateur, parce que faire appel à la médiation, ça fait appel aussi à d'autres sciences que sa propre science d'origine. On parlait beaucoup, et on en discutait tout à l'heure, ça fait appel à des connaissances en sociologie, des connaissances sciences humaines et sociales, qui sont interpellées justement pour ce passage d'information. Et on rejoint aussi la façon dont l'historien et le prof d'histoire va raconter l'histoire. Je crois que là, il y a un enjeu qui me paraît très important. Oui, d'autant plus qu'en réalité, en tant que chercheur, je suis effectivement pas très à l'aise parce que un chercheur, c'est censé, effectivement, dans cet imaginaire que tu décris, être celui qui sait. Or, si vous me demandez dans un certain nombre de domaines qui sont très proches des miens, par exemple, je suis biochimiste, je travaille dans un institut de chimie, je travaille aussi à l'Institut Pasteur, où on s'occupe beaucoup de virus, ce que je pense sur les adjuvants, ce que je pense sur le glyphosate, ce que je pense sur les OGM, ou si à vous je vous demande ce que vous pourriez, comment faire rationnellement le choix d'un moteur, entre un moteur à essence, un moteur diesel ou un moteur électrique, lequel vous choisiriez parce que c'est le meilleur pour la santé. Je pense que face à toutes ces questions, qui sont pourtant des questions qui se posent à nous aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'ont aucune réponse à apporter. D'où une question un peu qui est que, est-ce qu'il n'y a pas une forme, et ça revient un peu aussi à la question précédente, on voudrait nous faire croire que tous les problèmes devraient avoir des solutions rationnelles. Et que dans cette idée de solution rationnelle, il serait possible de décider en raison de toutes les choses. Dans le texte de la stratégie nationale de recherche et d'innovation française, il est dit « les décisions prises par les organismes, etc. doivent être prises en raison ». C'est quand même une responsabilité extrêmement lourde qu'on fait poser sur la communauté scientifique, de faire croire que nous pourrions donner des choses en raison. Or, Thomas, par exemple, dans son livre, explique que
Le cerveau n'est pas fait pour penser. Nous avons peut-être des solutions différentes. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir autour de cette injonction à la raison dans un monde qui est de moins en moins compréhensible, de plus en plus magique? Mais le but, c'est de faire le moins mal possible. Comment on prend une décision la moins mauvaise possible? C'est en allant écouter ceux qui savent, ceux qui sachent. Hein. Bon, y a un peu de sachoir quand même dans le monde. Donc, sur les virus, je vais quand même t'écouter plus que je vais écouter Karen qui, sur Facebook, dit qu'elle a décidé que les vaccins, c'était pas pour elle. Pourquoi elle dit pas? Donc, il faut pas tomber... D'un côté, il y a l'absolutisme où on veut des réponses définitives. En face, on a le relativisme où tout se vaut. Et alors, je vais vous surprendre, la vérité est quelque part au milieu. Et il faut doser, merci. Il faut doser. C'est la phrase la plus profonde que je devrais dire aujourd'hui. Or, ce dosage, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'est pareil pour le doute, pour le soupçon, pour tout ça. Et la science décrit le monde, elle ne prescrit pas ce qu'on doit être. Mais ceux qui décident, c'est les électeurs et les élus. Et quand on regarde leur niveau de connaissance en épistémologie, en histoire des sciences, en histoire des idées, je ne suis pas convaincu qu'on soit entre de bonnes mains. Vous voyez, on est dirigé par des singes quand même. Bon, et ça se voit. Donc, moi j'aimerais que ce soit des singes qui écoutent plus les chercheurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aux ordres des chercheurs. Mais comment je prends une décision si je n'ai pas des connaissances? Et surtout, le chercheur, c'est celui qui sait la limite de ce qu'il sait. Il peut dire, voilà, par rapport à votre question, ça c'est ce qu'on peut vous dire, et ça c'est ce qu'on ne peut pas vous dire. Et quand on a connaissance des inconnus, il y a les inconnus qu'on connaît et les inconnus qu'on ne connaît pas. Cela c'est terrible, mais au moins qu'on écoute ceux qu'on ne connaît pas, quoi. Je sais pas, je nage, aidez-moi. Non, par rapport à cette question se pose et s'est posée très très directement il y a à peu près une quinzaine de jours ici à Nantes, à propos d'un comité qui est le Conseil de la Nature en Ville, et il y avait un certain nombre de participants, donc de chercheurs ou en tout cas de scientifiques qui se posaient la question, mais est-ce que dans ce je diverge, dans ce comité de la nature en ville, il ne faudrait pas intégrer aussi des citoyens pour qu'on ait un point de vue qui soit le plus... Et je pense que la réaction du politique qui était là, je ne vais pas la nommer parce qu'on est en période électorale, mais a été, je trouve, extrêmement salutaire. Elle a dit, bon, je vous ai entendu, non, je maintiens que ce conseil de la nature en ville est composé d'experts, hein, et à eux ensuite d'échanger bien évidemment avec le citoyen. Et c'est à partir de là que moi je vais prendre une décision politique. Et je trouve que ça c'est une forme qui me paraît tout à fait sensée et valable pour un politique. Parce que sinon, si on n'est que vertical, on provoque de la pensée réfractaire. Je me raccroche à la thématique. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les questions Juste une dernière question que je vais vous poser. Un dernier mot qu'on a évoqué quand on a discuté entre nous et sur lequel je vais vous laisser réagir, c'est le mot de scepticisme. Oui, j'aime bien. Vas-y, tu y vas. Bon. Non, je repense d'ailleurs à un des collègues d'un centre de sciences qui était à Montreuil, Fondation 93, et qui insistait beaucoup sur la valeur du point d'interrogation dans nos expositions. Et c'est vrai que, justement, la question du doute, les points d'interrogation à la fois pour poser des questions, mais aussi parce qu'il y a plein de choses qui, même dans une exposition, on n'est pas en mesure de vous apporter la réponse la plus complète. Et ça, je crois que la valeur du point d'interrogation est une très très grande valeur dans nos expositions. Et vous en trouverez. Si vous faites nos expositions, vous en trouverez. Un de mes livres s'appelle « La vie après la mort, point d'interrogation ». Et quand j'en parle, je dis le plus important, c'est le point d'interrogation dans le titre. Parce que justement, en fait, le scepticisme, l'une des nuances les plus importantes dont j'ai conscience, donc les autres je ne les connais pas, mais celle-là j'ai conscience, c'est que le doute, c'est le scepticisme, et le soupçon, c'est le conspirationnisme. Je peux douter de... Est-ce que quelqu'un me dit quelque chose qu'il sait vraiment? Comment il le sait? Quelles sont ses sources? Donc je doute. Mais si je soupçonne, là, j'ai un avis sur son intention. Or, on n'est pas dans la tête des autres. Vous êtes trop nombreux, j'y arrive pas. Je suis médium et j'ai des limites. Donc, quand on est conspire, c'est que lorsqu'on est sûr qu'on sait quelle intention ont les autres, et que là, on échafaude des raisonnements, on est sceptique lorsque on admet qu'on ne sait pas et qu'on a un doute et qu'on voudrait bien vérifier. Or, on passe de l'un à l'autre sans s'en rendre compte.
Donc il faut se retenir. Enfin, on peut soupçonner, je veux dire, quand quelqu'un a démontré qu'il n'était pas honnête, on peut avoir des gros soupçons, évidemment. Mais quand on ne sait pas, suspendons notre jugement, c'est l'époquer, et c'est le scepticisme. Et donc c'est la... abonnez-vous à la tronche en biais, c'est le scepticisme. On fait ce qu'on peut. Ouais, si j'en reviens au système éducatif, c'est vrai que c'est délicat parce que il n'est pas fondé là-dessus, il n'est pas fondé sur le doute, il est fondé sur un questionnement initial auquel on est censé apporter une réponse après. Donc la question du questionnement, elle existe, mais à l'origine, et c'est vrai qu'on attend de nous qu'on apporte des réponses aux élèves, qu'on leur construise un savoir qui soit solide. Et donc ça, c'est un écueil qui demeure, hein, qui fait que effectivement, ça reste assez surplombant. Tout à l'heure, tu parlais de naïveté des chercheurs ou de ceux qui savent. Je pense qu'il faut... c'est pas simplement de la naïveté, c'est aussi... il y a une espèce d'utopie, en tout cas chez les professeurs, parce qu'on est aux utopiales, on va parler de ça, hein, qui vous parlent toujours des élèves d'antan, qui étaient si formidables, qui écoutaient la parole divine et qui bronchaient pas et qui avalaient tout ça. Bon, c'est pas vrai déjà, hein. Les élèves d'avant, ils n'étaient pas plus sages qu'après, il y avait peut-être plus d'autorité qui les obligeait à tenir assis, mais c'est pas pour ça que le savoir rentrait plus facilement. Mais surtout, c'est une espèce d'utopie, je pense, qui permet d'éviter de se poser la question de notre responsabilité dans la transmission du savoir. Hein, produire du savoir, c'est une chose, le transmettre aux autres, ça n'est une autre. Quand on dit des choses aux gens, on les oblige à nous écouter, comme on est en train de faire là. Donc ça demande effectivement qu'il y ait une réciprocité. Ça demande qu'on soit conscient que quand on délivre un message, une information à quelqu'un, on bouscule quelque chose chez cette personne, et que le fait de bousculer cette chose, c'est pas légitime forcément. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas, s'il va écouter quelqu'un qui sait, ben, il n'est pas en situation d'infériorité, il n'est pas obligé de se mettre en situation de tout accepter. Et c'est un peu ce qu'on entend à l'école, voilà, les élèves sont turbulents, je vais quand même pas faire le singe pour les amuser, pour les distraire pour mon cours. Ben, non, effectivement, on n'est pas des clowns ou des animateurs, mais il faut aussi introduire dans la pédagogie ce rapport qu'on a à l'autre et à la perturbation qu'on implique chez les gens. Voilà. Et je pense que ça doit être pris en compte aussi de manière beaucoup plus globale, c'est-à-dire que quand dans l'espace public, dans les médias, eh bien, les chercheurs, les sachants s'expriment, ben, il faut qu'ils le fassent avec cette dimension-là. Et aussi, quand on réagit vis-à-vis de ceux qui expriment de la pensée réfractaire. Voilà. Je trouve ça très dur quand même d'être en permanence dans une espèce de stigmatisation ou d'essayer de couper court à l'expression de cette pensée. Parce que si on est tellement sûr de notre savoir et de sa rationalité et de sa justesse, il faut accepter d'en discuter, hein, et d'amener effectivement les autres à examiner notre point de vue. Enfin, je pense qu'il ne faut pas qu'on refuse ça, sinon c'est nous qui rentrons dans une... Enfin, je dis nous. Oui, mais on peut être réfractaire à des choses aussi de manière indue. Mais ce que tu dis, ça m'intéresse, c'est que quand on fait de la zététique et qu'on va critiquer les croyances des gens, alors, il faut le faire. Hein. Les gens ont des droits, les croyances n'en ont pas. Les idées n'ont aucun droit, on peut taper dessus. Mais taper sur une croyance que je sais être fausse, ça n'a d'intérêt que si je peux proposer quelque chose d'autre. C'est-à-dire que si je vais faire un gros trou dans la tête des gens pour retirer une idée, peut-être que j'ai raison, que c'est faux, mais de quel droit je le fais si je laisse un gros trou à la place? C'est pas sympa, il faut être un peu humaniste. Donc, dire, voilà, tu crois ça, regarde, tu as cette proposition alternative qui me semble plus fondée sur des faits, plus raisonnables. Je te propose de l'adopter à la place. Donc, en gros, on propose un menu aux gens. Et après, on fait confiance dans le fait que les gens... Le bon sens est bien réparti. Il y a des imbéciles, hein, mais pas là. Là, on est tous entre gens où on est bien répartis. Et donc, si on fait confiance à ça, les gens, il faut les rendre autonomes par rapport à ça. Et être réfractaire, ça peut devenir une étape. Bien sûr. Et si c'est une étape, c'est pas un problème. Oui, mais enfin, il y a certaines croyances sur lesquelles la science n'a absolument rien à dire. Bon, tu parlais de après la mort, parce que ça, c'est le moteur principal de l'homme, bon, évidemment, et c'est le moteur des religions, finalement. Hein. Mais alors, quelle idée alternative tu peux mettre dans la tête des gens? Parce que là, on est sur du lourd, on est sur du fort. Là, ce que je propose, c'est pas de dire je sais ce qu'il y a après, c'est de dire ceux qui disent qu'ils savent, est-ce qu'ils savent? Quand on gratte un petit peu, en fait, ils ne savent pas grand-chose. Et ça suffit. Je propose que le discours que tu prends pour vrai,
est-ce qu'il est vrai? Regarde, là, ça prend un petit peu la flotte. Mais évidemment, moi, j'ai pas forcément de réponse à tout, mais ne serait-ce que apporter le fait que je doute de ça et que mon doute il est raisonnable et que c'est pas un doute qui juge. J'ai pas jugé celui qui croit. En revanche, s'il croit un truc et qu'il le partage et qu'il professe qu'il croit quelque chose, j'ai le droit de dire bah écoute, j'ai un avis sur ce que tu crois. Et du coup, il faut une culture du débat. Est-ce qu'on a une culture du débat chez nous en France? Parce que le débat, c'est pas Sarkozy contre Hollande à la télé. Ça, c'est du pugilat sans les gants. Personne ne vient pour être convaincu, ils viennent pour que vous votiez pour eux. Un vrai débat, c'est je viens autour d'une table et je veux repartir avec plus d'idées que quand je suis venu. J'ai gagné au débat si je change d'avis. Personne ne fait ça. Ça n'a aucun sens pour nous. On veut venir, on veut gagner le débat et pas au débat. Donc on est réfractaire même à ça en fait. Tout s'autoconnaît. On veut gagner. Et ça, il y a des bonnes raisons. C'est la théorie de Sperber et Mercier. J'ai pas le temps, mais c'est fort intéressant. C'est la théorie argumentative du raisonnement. On est construit pour vouloir gagner le débat parce que socialement c'est valorisant et que en groupe ça a un intérêt pour le groupe. Mais j'ai pas le temps de développer et un jour je ferai une vidéo dessus. Non, le mot du scepticisme pour moi est un mot important, là en tant que chercheur, parce que dans les normes du champ de la recherche, qu'on appelle le QDOS en anglais, le OS veut dire Organized Skepticism. C'est l'idée qu'effectivement, ce qui compte pour un chercheur, ce n'est pas d'affirmer quelque chose, c'est de passer à travers le filtre qui montre que ce n'est pas faux. Et de ce fait, ce qui est très étonnant un peu, là encore, c'est qu'en tant que chercheur, on publie des articles en affirmant « ceci est ». On est convoqué dans l'espace public pour dire ce qui est, alors que la fonction essentielle d'un chercheur, c'est de réfuter ce qui n'est pas. Personne ne pourra vous affirmer que la théorie de la relativité générale d'Einstein ne sera pas un jour dépassée et qu'on ne la renversera pas complètement. En revanche, on peut vous affirmer que tout un tas d'autres choses sont fausses et que ce qui est faux, ça, c'est faux. Donc, il y a bien cette idée qu'en science, nous sommes capables, pas forcément de vous dire ce qui est. La théorie de la relativité d'Einstein a une immense valeur, c'est qu'elle permet de calculer à peu près et de rendre compte de tous les phénomènes observés jusqu'à présent. En revanche, personne ne pourra vous affirmer qu'un jour, il n'y a pas plus loin. En revanche, on peut vous dire que la théorie de Newton échappe, et est fausse, au sens où elle échappe sur un certain nombre de points. On peut vous dire que le système centré sur la Terre est faux. La deuxième, c'est que la volonté... je suis désolé de finir comme ça, mais j'ai dit la force politique de la science, c'est de pouvoir être opposé à ceux qui vous affirment des choses qui sont fausses. Le faible peut dire au puissant, d'accord, tu pourras dire tout ce que tu veux, mais c'est faux. Et c'est pour ça que je pense que le doute, et c'est la dernière question que je vous posais, comment pourrait-on renforcer ce travail sur le doute dans les différents endroits où vous êtes? Le doute est probablement la chose essentielle. Réfuter ce qui n'est pas, plutôt que de prétendre affirmer ce qui est. Et savoir que ce qu'on sait n'est pas une vérité absolue. La science a renoncé à l'ambition de dire le vrai. Donc oui, mais elle peut quand même affirmer des choses, que typiquement les vaccins ne sont pas responsables de l'autisme. Il faut bien distinguer le fait de dire la science ne peut pas vous dire tout, mais elle peut vous affirmer une chose, les vaccins ne sont pas responsables de l'autisme. Ça, c'est vrai. Il faudra qu'on le répète, parce que c'est tellement angoissant qu'il faut le répéter. Mais... Et d'une certaine manière, c'est normal d'avoir peur des vaccins, parce qu'on vient avec une aiguille et des trucs bizarres avec de la chimie, et on plante dans le bras d'un enfant qui est en bonne santé. C'est scandaleux, fondamentalement. Donc c'est normal, donc c'est contre-intuitif. Mais la science est là parce que notre intuition nous trompe, souvent. Et c'est parce que l'intuition n'est pas suffisante qu'on fait de la science. Sinon, on n'aurait pas besoin de payer des gens comme vous pour faire des trucs compliqués. Ce serait simple pour nous. C'est simple de voir quand quelqu'un est triste ou joyeux, on le voit sans difficulté, alors que pour une machine, c'est compliqué. Donc le cerveau le fait très bien alors que c'est très compliqué. En revanche, distinguer corrélation et causalité, là le cerveau il est complètement à la ramasse. Donc il faut des savants pour ça. Il faut les savants, il faut les médiateurs, parce que je crois que là encore, il y a ce besoin de traduction et de relation avec le public, avec le citoyen. Ça ne veut pas dire qu'il y a des chercheurs qui sont de très très bons médiateurs, on en a tous en tête, qui sont excellents, mais je crois qu'il y a ce travail de médiation qui est un travail de
qui fait appel, je le disais tout à l'heure, hein, à de multiples disciplines pour produire des éléments, des expositions, des débats, un certain nombre de choses où justement on va parler du doute, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on peut dire, et notamment avec cette question qui était vraiment très intéressante, c'est l'art du débat, hein, qui me semble essentiel. On ne sait pas débattre, on n'a pas de bon lieu pour débattre, et même à Nantes, je le regrette vraiment, on a toujours ce débat très très descendant du sachant qui délivre sa bonne parole, et les échanges se font avec des personnes qui sont déjà plus ou moins, ou plutôt plus d'ailleurs, informées. Et ça, c'est vraiment un des enjeux, je crois, dans les années qui viennent, de réussir à faire ce transfert d'informations, de faire comprendre et d'échanger. Donc on prend 2 heures et on débat avec vous. On change tout le programme. Bon, bah, c'est maintenant le temps de vous passer la parole. Alors, je sais pas quoi. Alors, quelqu'un est chargé de s'occuper des micros, il faut que nous on les lance. Parce que j'en ai un là, mais qu'est-ce que j'en fais moi de ce micro? Bon. Ah si, il y en a un qui circule là-bas. On a un micro qui circule. Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur... vous avez mis en doute, on va dire ça comme ça, le soupçon. Mais je suis en philosophie actuellement, et on étudie quand même 2 grands philosophes du soupçon, Marx et Nietzsche. Et au moins Marx, grâce à sa philosophie du soupçon, a pu décoder les mécanismes du capitalisme. Ça, donc j'aimerais quand même savoir si vous laissez une utilité au soupçon. Alors, c'est une évolution qui est systémique. Le capitalisme de Marx, alors moi je n'ai pas tout lu, hein, je ne suis pas un vrai philosophe, moi je suis un clown. Mais les acteurs, les agents dans le capitalisme, ont-ils conscience de ce qu'ils font? Est-ce que ça fait partie de la théorie? Si la théorie implique que les gens ont conscience de ce qu'ils font, et je pense que la théorie va plus loin que ce qu'elle peut montrer. Et que donc soupçonner qu'un tel agit comme ça parce qu'il sait que c'est son intérêt, c'est aller trop loin, je pense. Ça peut arriver qu'il le sache, hein, mais... Pour être clair, le soupçon de Marx porte sur le système en général, pas sur les gens. Alors si c'est systémique, d'accord, mais c'est pas le soupçon de l'intention des personnes. C'est ça que je mettais en exergue. Ok. Voilà, il y a 3 micros maintenant. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que les chercheurs devaient aider les politiques à améliorer les façons de faire. Mais je voulais vous demander quel est votre avis par rapport au fait qu'on demande souvent aux chercheurs de fournir une réponse exacte et que les politiques, au final, n'ont pas, pour eux, un modèle, ils ne veulent pas le voir parce qu'ils ne veulent pas avoir les marges d'incertitude. Ils veulent une réponse exacte et figée. Et du coup, quel était votre avis par rapport à ça ? Alors, bon, là encore, ça va dépendre des politiques, parce qu'il y a quand même des politiques intelligents et qui savent écouter. Il y a aussi des politiques qui sont des scientifiques, donc qui ont aussi envie d'écouter. Oui, bien sûr, si après le choix se fait de façon complètement subjective et simplement pour des raisons politicardes, au mauvais sens du terme, oui, bah oui, bien sûr, mais là... moi, je crois quand même que, heureusement, et quand on a pu approcher un peu de près quand même un certain nombre de politiques, on se rend bien compte que c'est des décisions qui sont jamais prises à la légère. C'est quand même des décisions qui sont très très mesurées, hein. Je crois que là-dessus, on peut quand même, et en tout cas chez nous en France, avoir bon espoir dans nos hommes politiques. Et puis, je crois qu'il y aurait une erreur aussi à faire, c'est de croire que face à une question donnée, il n'y a qu'une seule réponse qui pourrait être donnée par l'intermédiaire de la raison, alors qu'en général, malgré tout, dans une situation donnée, il y a différentes solutions politiques qui peuvent être apportées. Donc le politique a quand même, en fonction de ses orientations, de ses choix, de ce qu'il a promis à ses électeurs, peut même, face à une donnée de science donnée particulière, faire des choix différents. Le changement climatique peut appeler des tas de possibilités politiques radicalement différentes pour nous adapter à ce qui va se passer. Je n'ai pas mieux, je n'ai rien à dire. Voilà. Excusez-moi.
Oui. Vous êtes Ici, où? juste ici. Ah bah oui, c'est là. Merci. Du coup, moi, j'avais une question par rapport directement à la pensée réfractaire. C'est, vous avez dit qu'il faut se poser la question comment savoir ce que je sais, mais je peux toujours, je peux toujours biaiser mon propre savoir et penser que je sais quelque chose alors que c'est pas le cas. Et est-ce qu'il y a une technique spécifique ou un moyen pour réussir à savoir si j'ai une pensée réfractaire et qu'elle n'est pas bonne, entre guillemets? D'abord, se poser la question honnêtement, et pas juste... hein. Et deuxièmement, c'est l'art du débat, je pense. C'est-à-dire que exposer au regard d'autrui les raisons pour lesquelles je pense. Donc, avoir des occasions, à dire, moi je crois ça, et donner les raisons pour lesquelles on croit. Face à quelqu'un qui va juger, pas moi, mais mes arguments. C'est des entretiens épistémiques, c'est de la médiatique de Socrate, et on a tous intérêt à faire. J'ai intérêt à ce qu'on me montre là où je me trompe dans la vie. Sauf si mes erreurs, j'en tire un grand intérêt économique ou social, et non, mais ça, j'ai pas intérêt. Mais en gros, nos erreurs ne sont jamais positives. Donc, je sais pas si vous voulez compléter, mais j'ai pas plus que ça à répondre. La difficulté de se demander d'où je sais quelque chose et est-ce que je peux m'appuyer dessus, elle est sans fond en fait, parce qu'effectivement notre expérience personnelle ne nous permet pas de construire nos connaissances, on est obligé de faire confiance à des tas d'intermédiaires pour tous les sujets. Et donc cette question elle se rapporte toujours à ça, quoi. Où est-ce que j'ai trouvé une information? Qui me l'a délivrée? Est-ce que j'ai confiance à cette information? Et cette question de la confiance, effectivement, elle est très importante. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la façon dont on pouvait médiatiser des connaissances. Que, effectivement, c'est souvent ce manque de confiance qui crée de la pensée réfractaire. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de confiance qui s'est quand même généralisé à des institutions qui, auparavant, avaient un indice de confiance qui était plus élevé. Et donc ça, c'est une confiance qu'il faut reconstituer, qui est assez difficile. Effectivement, si vous avez ont des méthodes de travail très discutables, vous pouvez vous rendre compte que l'indice de confiance n'est pas le même, quoi. Voilà. Juste pour dire qu'on a tous des pensées réfractaires. Hein. Sans doute. Hein? Sans doute, oui, sans doute. Ah ben oui. Et une dernière réponse possible, c'est aussi dans la méthode par laquelle... Il n'y a pas simplement la personne qui vous délivre, il y a la méthode qui a été utilisée pour. On a tendance aujourd'hui à transférer effectivement sur le chercheur le résultat d'une méthodologie. Mais ce qui permet d'affirmer quelque chose, c'est la méthode qui a permis de le faire, pas la personne qui le fait. Bonjour. Moi, je me posais la question du conspirationnisme comme... une sorte de réappropriation maladroite du discours médiatique, ambiant, comme suite pour rebondir face à ce qui a été dit tout à l'heure, sur le manque de confiance par rapport aux institutions journalistiques qui peuvent parfois aller dans un sens. Du coup, le conspirationnisme comme un doute mal informé, en fait. Qu'est-ce que vous en pensiez? Par rapport à... Voilà. Merci. C'est ce qui était dit tout à l'heure, je pense que la différence, le conspirationnisme et le doute, enfin les questions légitimes qu'on peut se poser sur un événement, c'est la différence entre le soupçon et le doute. Quand vous avez un événement comme les attentats du 11 septembre, qui a généré énormément de soupçons,
il pouvait aussi générer du doute. On ne sait pas tout ce qui s'est passé. C'est un événement considérable qui met en jeu des tas de forces très différentes. C'est normal qu'on se pose des questions et c'est normal que quelques années après, on puisse se dire il y a des zones d'ombre, il y a des choses qu'on ne sait pas. Le problème du conspirationnisme, c'est qu'il va rentrer dans une logique de soupçon, effectivement, c'est-à-dire dire que tout ce qui a été établi jusque-là est forcément faux parce que ça participe à un système. Et donc, il faut aller chercher le système alternatif qui est le bon. Sauf que vous ne trouvez jamais de réponse satisfaisante, c'est-à-dire que systématiquement, on va vous désigner des responsables qui sont préétablis, donc qui ne proviennent pas d'un raisonnement, mais d'un prérequis. Voilà. Hein. Si vous estimez que tout ce qu'on vous dit c'est faux, c'est un principe, et que par principe, vous ne saurez jamais qui a fait ça parce que les gens qui le font l'ont caché, c'est stérile complètement comme façon de penser. Alors, personnellement, en tant qu'enseignant, quand il y a eu beaucoup d'élèves qui m'ont dit des choses conspirationnistes, qui se posaient des questions d'ailleurs, qui n'étaient pas forcément péremptoires, quoi, j'essayais d'aller avec eux un petit peu dans le raisonnement, voir jusqu'où ça pouvait aller. Quand vous avez un élève qui vous dit il paraît que les tours se sont effondrées parce qu'elles ont été dynamitées, en fait. Et il vous dit c'est vrai parce qu'il y a une vidéo d'un spécialiste des immeubles qui dit ça. On a trouvé de la termite, monsieur. Des termites. C'est la substance qui... Ah oui. Eh bien, on peut dérouler le raisonnement, si vous voulez. Voilà, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y ait des gens qui, en secret, aient pris des explosifs, les aient placés au bon endroit. Donc ça implique effectivement des connexions avec des services qui sont au courant. Enfin, ça génère effectivement tout un mode de raisonnement qui est très complexe, sur lequel on peut raisonner, mais si on fait ça, on peut arriver à des impasses où les élèves se rendent compte par eux-mêmes que ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis par ailleurs aussi, je le disais tout à l'heure, ne pas être trop péremptoire non plus. Quand je travaille sur cette question des attentats, moi j'essaie de m'en tenir aux faits principalement. Tel jour, il s'est passé ça, des avions sont rentrés là, des tours se sont effondrées. La corrélation, moi-même, je ne sais pas exactement quelle est, mais ce qui m'intéresse historiquement, c'est que ça s'est enchaîné, puis ça s'est enchaîné par une attaque des États-Unis sur l'Afghanistan. Si vous voulez qu'il y ait un sens secret à tout ça, ou quels sont les complots qui ont pu intervenir, je ne le sais pas, mais déjà, se construire une base factuelle, et ensuite essayer de réfléchir à partir de cette base. Voilà. Bonsoir. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité de débattre et de sortir d'un débat purement d'experts en donnant un petit peu la voix à tout un chacun. Pour autant, comment vous placer le curseur, parce que si par exemple demain je débat avec un expert en physique des particules, je vais avoir aucune idée du sujet et on va très vite retomber dans les travers de quelque chose de descendant. Donc où vous placez le seuil minimum entre guillemets, enfin comment on résout ce presque paradoxe-là? Alors, de mon point de vue, ça relève de la même réponse que vous faites tout à l'heure, c'est-à-dire de dire que c'est une confusion de croire qu'il y a... Le débat sur la physique nucléaire, je vais être brutal, c'est pas l'affaire du citoyen. Le fait de savoir ce qu'il en est de la physique nucléaire. Un débat qui consisterait à savoir si, étant donné ce qu'on sait de la physique nucléaire, on veut ou pas des piles atomiques, ça relève du citoyen. Et j'ai envie de dire, c'est pas le problème du chercheur. Parce que d'une certaine façon, c'est pas parce que, en tant que chercheur, l'énergie nucléaire me paraît être la plus propre, la plus, etc., que j'ai mon mot à dire sur la question. Je l'ai en tant que citoyen quand je vote. En tant que chercheur, je n'ai qu'à dire oui ou non à un certain nombre de choses qu'on me pose, oui ou non, ou avec telle probabilité, un certain nombre de questions techniques qu'on me pose, mais pas de prendre la décision politique. C'est la même chose, comme je disais tout à l'heure, pour le réchauffement, enfin pour le changement climatique. On peut imaginer des tas de scénarios. C'est pas parce que les gens du GIEC vous disent qu'il va falloir faire un certain nombre de choses qu'ils vous prescrivent ce qu'il va falloir faire. On a le droit, entre une société de décroissance, une société totalement inégalitaire, un monde à Elysium, enfin je veux dire, il y a des tas de modèles différents. Donc il ne faut pas confondre la décision politique qui relève des valeurs et la décision sur les dangers ou les possibilités ou les avantages de la technique qui, elle, relève des faits. Les faits n'ont pas à conditionner les valeurs. Puis on ne débat pas avec tout le monde, n'importe comment, n'importe où, n'importe quelle circonstance. C'est normal qu'un chercheur ne vienne pas débattre avec un négationniste. C'est pas son rôle. En revanche, un vulgarisateur comme moi, moi je ne suis pas employé par une université, je n'ai pas un statut de sachant, moi je fais de la médiation. Et donc débattre avec un créationniste, par exemple, ça m'intéresse. Mais je n'ai pas envie que
que Guillaume Lecointre ou que Richard Dawkins aillent débattre là-dessus. Parce que dans ce cas, le mec en face, il pourrait dire ah, je débat avec un expert, donc ma parole vaut la sienne. Il peut dire qu'elle vaut la mienne, il a bien raison, moi je ne suis pas un expert. Et après, il y a aussi tous les débats qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Tout n'est pas autour d'un micro. La plupart des débats intéressants se font hors des caméras. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez débattre avec votre voisin ou avec votre chef sur un truc. C'est un débat puisque vous échangez des arguments. Et il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait des spectateurs pour que le débat ait un intérêt et qu'on en retire quelque chose. Juste, est-ce que j'ai du temps à consacrer à la question? Est-ce que j'ai un avis qui vaut d'être défendu? Et si c'est non, bah, j'écoute, éventuellement. Et si j'ai un truc à dire, alors je le dis, mais est-ce que le contexte est adapté à faire ça? Moi, je n'irai pas débattre sur la physique quantique, par exemple. Je suis pas sur l'évolution, j'ai plus d'avis. Donc, il faut qu'on choisisse les lieux, les contextes et les gens avec qui on veut débattre, mais que lorsque c'est réuni, on le fasse. Les gens, le niveau du public aussi. On ne va pas s'adresser à une classe de CP de la même façon qu'à une classe de terminale ou à l'université. Il y a aussi, évidemment, tous les chercheurs ne peuvent pas s'exprimer, et je crois que François l'a bien dit, sur tous les sujets scientifiques. Il y a une spécialité et en dehors de spécialité, et d'ailleurs, ça a été regretté par effectivement d'autres comme moi, Étienne Klein d'ailleurs a pu le dire aussi, c'est-à-dire cette extrême spécialisation du chercheur qui fait que maintenant, en dehors de son champ, c'est extrêmement difficile pour lui de s'exprimer. Mais là, effectivement, il y a une question tout à fait de niveau d'interlocuteur en fait dans ce débat. Alors je vais m'excuser auprès de tous les gens qui voudraient encore poser des questions parce qu'il est 18h29, donc je crois qu'il faut qu'on rende la scène. Je vous remercie tous et je m'excuse auprès des gens qui ont levé la main plusieurs fois et qui n'ont pas réussi à capturer un micro. Et merci beaucoup.